philosophe Fabrice Midal est l'auteur de très nombreux livres. Si nous le rencontrons aujourd'hui, c'est à l'occasion de la sortie de son dernier ouvrage, Comment la philosophie peut nous sauver, un livre qui a l'ambition de nous réconcilier avec la philosophie. Nous l'avons interviewé pour Le Monde des Religions et Philosophie TV. Bonjour Fabrice Midal. Bonjour. On nous présente souvent la philosophie soit comme un jeu intellectuel un petit peu compliqué, réservé à des experts, ou alors maintenant comme un outil pratique pour résoudre des problèmes de la vie quotidienne. Dans votre livre, vous nous proposez une toute autre voie qui est plutôt celle de l'expérience de la philosophie. Vous avez raison, soit la philosophie est considérée comme quelque chose de très intellectuel, réservé vraiment à une forme d'élite, et lire un livre de philosophie, c'est très ardu, c'est un travail un peu technique, soit alors la philosophie donne des conseils, des outils pratiques pour se débrouiller. Alors j'ai peur de ça, en quoi la philosophie pourrait m'aider. Et au fond, dans les deux cas, on voit mal en quoi la philosophie nous concernerait de manière assez décisive. Ce qui me frappe, c'est que quand on regarde la philosophie, qu'est-ce que fait Socrate? Il va sur la place publique, il interroge absolument tout le monde et il leur pose des questions. Et donc il fait là une expérience, et il fait faire à tout le monde une expérience qui les transforme. Et on connaît un des dialogues les plus connus de Socrate, le Ménon. Il parle à un petit esclave et il lui montre qu'il est capable de penser à part entière. Donc la philosophie naît de l'idée, je parle à chacun et je lui montre qu'il est capable de penser de la manière la plus haute. Alors en quoi penser de la manière la plus haute est gardé quand on fait des conseils un peu simplistes, voire un peu niais. Et on perd complètement la force du questionnement, qui est un questionnement incroyablement provoquant. On comparait Socrate dans les textes, il est comparé à une sorte de thon, d'insecte qui vient vous piquer et vous empêcher le confort habituel de l'idéologie. Donc je crois à la philosophie, il faut vraiment bien voir, c'est la parole la moins intellectuelle, la moins idéologique, qui vise à réveiller la possibilité d'une pensée en tant que tout être humain est capable de penser. Et ce n'est pas seulement Socrate. Qu'est-ce que fait Descartes, qu'on présente comme un philosophe au fond assez difficile, etc., le cartésianisme. Mais quand on prend ces textes, il dit je suis en train d'étouffer de ce qu'il appelle la scolastique, c'est la manière dont un discours devient scolaire, et qu'on ne peut plus penser librement. Donc comment je peux faire pour penser librement? Et tout Descartes naît de là. Kant, vraiment, qui est considéré comme le philosophe le plus difficile, Kant explique qu'il est enfermé dans un sommeil dogmatique et qu'il faut faire une critique de la raison pour retrouver un rapport plus humain et répondre à des questions très simples. Que puis-je connaître? Que puis-je espérer? Un philosophe vous invite à faire confiance dans votre propre intelligence. C'est ça le grand sens de l'interrogation socratique. Connais-toi toi-même pour penser, pas connais-toi toi-même, regarde ta subjectivité et essaye de te connaître au sens psychologique. C'est pas du tout ça, mais connais la possibilité de penser et de pouvoir dire quelque chose. Fabrice Midal, en quoi la philosophie peut-elle nous sauver? Je dirais d'abord, elle nous sauve parce qu'elle pose des questions et qu'elle nous libère de l'idéologique. Alors le mot « sauver », il faut l'entendre comme dans l'expression « sain et sauf ». Quand on dit « sain et sauf », on dit « sain et entier, complet ». Donc on n'est pas sauvé en un sens religieux de la perdition, mais on est sauvé en tant qu'on est ramené à notre humanité. Et au fond, c'est ça la philosophie. La philosophie nous sauve parce qu'elle nous considère dans notre humanité. Quand on réduit l'être humain à un simple producteur-consommateur, est-ce qu'on est vraiment fidèle à ce qu'est un être humain? Quand on réduit l'être humain à un simple paramètre qu'on peut gérer au mieux selon des courbes, est-ce qu'on est vraiment en rapport à un être humain? Quand on parle de ramassage scolaire pour les enfants, est-ce qu'on a vraiment un rapport? Est-ce que c'est vraiment un ramassage scolaire? Etc., etc. Et donc, vous voyez, je crois que sans s'en rendre compte, on sous-entend une certaine conception de l'être humain qui n'est pas à la hauteur de notre humanité. Et je crois que c'est vraiment douloureux pour beaucoup de gens aujourd'hui. Et on finit par considérer, même par exclure
de l'humanité, ceux qui ne correspondent pas à un certain idéal de perfection qu'on commence à fabriquer, ceux qui sont trop fragiles, ceux qui sont trop sensibles, ceux qui auraient peut-être trop de sentiments, trop d'émotions. Au fond, l'humanité de l'être humain est une énigme. On ne peut pas la dominer, on ne peut pas la contrôler. Vous nous parlez de ce qui nous menace dans ce monde qui, à force de vouloir tout rationaliser, devient irrationnel. Néanmoins, est-ce que vous êtes optimiste pour l'avenir de l'humanité? Au fond, on ne peut pas le savoir, nous dit Kant parle de ça par exemple. On ne peut pas le savoir parce qu'on ne peut pas être jugé parti. On ne peut pas regarder l'humanité de l'être humain en se mettant de l'extérieur et en disant voilà si on progresse ou pas. C'est pas possible. Je peux dire quelque chose de rationnel sur les planètes, sur un microbe que j'observe, mais je ne peux pas observer notre propre existence. Et donc en général, on en reste là. Et je trouve que du coup, on peut opposer des arguments. Il y a quelque chose d'inquiétant, et je crois qu'il faut le regarder, et il y a quelque chose d'absolument juste et beau en chaque être humain qu'il faut encourager. Mais alors, ce que dit la philosophie, c'est donc il faut sortir de banalité et commencer à rentrer dans le sérieux de la chose. Et le sérieux de la chose, c'est... Alors, quand Kant explique ça, il dit... il est témoin de la Révolution française. Et il dit, tout être humain qui voit la Révolution française est soulevé d'enthousiasme de cette possibilité que quelque chose de grand, de juste et de beau se manifeste. Il dit, peut-être, on va voir dans quelques années que ça a été un échec. Peut-être, ça n'a pas donné les fruits, et on regrettera, au fond, la Révolution. Mais ce n'est pas ça qui importe. Le fait que tout être humain a l'aspiration et est soulevé de joie, a envie que ça se déploie pour le mieux, dit quelque chose de la vérité humaine. Donc je dirais, est-ce que je suis optimiste? Je suis optimiste dans le sens philosophique qu'il y a en chaque être humain cette humanité qui est toujours capable du meilleur. Et c'est ça qu'à mon avis, il faut regarder. Vous voyez, et je suis content de votre question parce que ça montre comment la philosophie déplace les choses. Et en déplaçant les choses, c'est vraiment un soulagement. Il y a vraiment quelque chose de vraiment heureux, joyeux et libérant de la philosophie qui nous fait respirer un air qui est un peu plus réel. Je crois que c'est ça l'enjeu de la philosophie, c'est rentrer dans quelque chose de réel et sortir d'une certaine forme de bavardage qui est quand même très vite récupéré par une forme d'idéologie. Est-ce que vous pouvez expliciter le sous-titre « 22 méditations décisives » ? Comme des méditations guidées qui nous placent dans l'expérience philosophique. Alors c'est très déconcertant parce qu'il y a des méditations sur l'amitié, des méditations sur retrouver un allant de vivre, retrouver un sens de confiance, qui ne semblent pas, à première vue, philosophiques, alors qui sont au cœur de la philosophie. La question de l'amitié traverse la philosophie de manière centrale, d'Aristote à Montaigne, de manière absolument cruciale. Et pour nous, c'est complètement hors du champ de la philosophie. C'est tellement étrange. Et pourquoi c'est en rapport à la philosophie? Parce que ça nous dit ça nous aide à voir comment être pleinement un être humain. On ne peut pas être pleinement un être humain sans un rapport d'amitié avec quelqu'un ou avec quelque chose. Et donc, vous voyez, ces méditations, je crois, rendent la dimension réellement pratique de la philosophie. Pratique, aujourd'hui, on l'entend au sens, quand vous allez dans une librairie, il y a un rayon pratique. Mais ce n'est pas ça, le sens pratique philosophique. Pratique, ça vient du mot grec praxis, ça veut dire vraiment, c'est vraiment l'épreuve la plus humaine, non pas faire juste une tâche, mais être pleinement humain. Et donc, on pourrait dire, c'est 22 méditations ou 22 pratiques, mais dans ce sens profond, 22 praxis pour être vraiment humain. Et donc, c'est vraiment très simple et assez pédagogique pour que chacun puisse lui-même faire l'expérience et voir que, en tant qu'il est un être humain, il fait de la philosophie déjà et qu'il peut en faire. C'est vraiment inhérent à l'existence humaine.